à tous et à toutes. Il y a quelques semaines, j'ai publié l'extrait d'une vidéo de Michel Lasserre du site Les Mystérieux Anciens Bâtisseurs, dans lequel il montre du granit à Assouan, dans les carrières d'Assouan, qui se délite en plaques. Ce qui, vous en conviendrez, ne correspond pas vraiment au comportement attendu par du granit. Ceux qui suivent ma chaîne m'ont déjà entendu parler de la possibilité que certains ouvrages qu'on nous présente comme étant faits en pierre seraient plutôt de la pierre moulée. En fait, une sorte de béton, de la fausse pierre. J'en ai parlé pour Pompéi et je n'ai aucun doute là-dessus. Les preuves que Pompéi est fait sont aussi des preuves de l'utilisation de pierre moulée pour le pavage des rues. Pour moi, c'est un point acquis. Seulement, avec le granit, j'ai un problème. Je ne comprends pas. Autant je ne vois pas de difficulté à imaginer que l'on puisse facilement imiter le grès ou le calcaire, autant avec le granit, je ne crois pas que ce soit possible. Et c'est là-dessus que nous allons réfléchir. Non pas pour y apporter une réponse, mais pour au moins se poser des questions et faire un petit peu le bilan sur cette chose-là. Michel Lasserre, qui est comme moi un chercheur indépendant en quête de vérité sur l'archéologie antique, il a produit plusieurs vidéos autour de ces questions qui sont particulièrement intéressantes, pédagogiques et détaillées. Sa chaîne s'appelle Les Mystérieux Anciens Bâtisseurs et c'est très intéressant. Lui et moi sommes d'accord sur le constat, mais nous divergeons de tout au tout sur les conclusions. Le constat, c'est qu'il est impossible que les anciens Égyptiens puissent avoir réalisé les ouvrages qu'on leur prête avec les moyens technologiques de leur temps, en particulier par le fait qu'ils ne disposaient pas des outils adaptés à la taille du granit et d'autres roches dures. Il en déduit que si ce ne sont pas les anciens Égyptiens, alors il s'agit de civilisations plus anciennes, les fameux mystérieux anciens bâtisseurs, qui auraient disposé de technologies aujourd'hui perdues, qui leur auraient permis ces réalisations. De mon côté, vous le savez, je défends une position plus difficile, qui est celle de dire que ce n'est pas plus ancien, mais au contraire plus récent, à l'époque moderne. La position est plus difficile parce qu'elle suppose une arnaque, qui n'est pas une simple erreur, mais qui est une véritable tromperie, toujours en cours. C'est-à-dire on nous ment, on nous triche, on fabrique encore des faux, aujourd'hui même, et c'est une idée difficile à avaler, une idée difficile à supporter, à laquelle on ne veut pas croire. Qui va admettre qu'il est en train de se faire tromper, qu'il a été trompé par des gens qu'il considère comme tout à fait respectables, comme son maître d'école, un professeur d'université, un journaliste. C'est plus facile de penser qu'il aurait pu exister une civilisation antique disparue avec des savoirs techniques disparus, que de penser que nous vivons dans un Truman Show de mensonges et qu'on nous berne à tous les niveaux depuis des siècles. L'idée de cette vidéo, donc, c'est de montrer quelques extraits des vidéos de Michel Lasserre et puis d'en discuter, voir ce qu'elles nous apprennent et essayer de réfléchir, à partir de ce substrat, à partir de ce matériau. Nous sommes là non pas pour asséner une vérité que nous ne possédons pas, mais plutôt pour nous poser des questions. Avant cela, je voudrais commencer par un petit extrait d'un texte du XVIIe siècle, donné pour être du XVIIe siècle. Il s'agit de la description de la Terre Sainte du frère Eugène Roger, publié en 1646. Il séjourne en Palestine à cette époque et il décrit le temple de la Vierge. C'est un temple, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. C'est lui qui est devenu la mosquée Al-Aqsa sur l'esplanade des mosquées au sud du dôme du Rocher. Et puis, si vous vous souvenez, j'ai dit ne pas croire à son existence à cette époque. Mais ce n'est pas ici le débat, et nous y reviendrons sûrement. Il écrit ceci. « C'est le plus bel édifice de la Terre Sainte, il est de forme longue, du midi au septentrion, bâti de belles pierres, où sont 3 voûtes couvertes de plomb, soutenues de 2 rangs et colonnes de pierre grise, qui n'est ni porphyre ni marbre. Aucun tiennent que ces pierres coulées. » Donc, une pierre grise, ni porphyre ni marbre, on imagine que ça doit y ressembler.
Et pourtant, eh bien, frère Roger nous dit qu'il s'agit de pierres coulées, du béton. Donc, et puis une petite photo postée par Douglas Conan, photo prise à Balbec, ici. On a vraiment l'impression de matériaux. Un matériau grossier au cœur, un matériau de finition autour. Voilà. C'est accompagné d'une recette pour fabriquer du faux granit. C'est Antenne Marvière de déprogrammation historique qui me l'a proposé. Il tient ses recettes de livres d'artisanat russe. Je ne vais pas détailler, je les affiche à titre documentaire. En gros, il suffirait de mélanger du granit broyé, c'est-à-dire du gravier concassé, avec du ciment hydraulique additionné de métasilicate de sodium. Pourquoi pas? Mais je ne suis pas sûr qu'avec cette méthode, on puisse obtenir l'aspect de cristaux encastrés si typique du granit. J'aimerais voir une démonstration et pas seulement une recette. Si l'on dit que sur cette image, il s'agit d'un matériau moulé, les grains ont pris la forme du moule. Pour cela, il faut que ce ne soit pas des grains, mais un matériau mou, plus ou moins liquide. Comment est-ce possible? Avec une recette qui mélange des grains à un liant, on ne peut obtenir un matériau dans lequel les grains prennent la forme du moule. Et ce qui va prendre la forme du moule, c'est le liant, et les grains vont être à l'intérieur, ils vont être cachés par le liant qui va s'adapter au moule. Et puis en aucune façon, le granit ne ressemble à rien à du béton, c'est-à-dire à des granulats tenus ensemble par un liant. Ce sont des cristaux enchevêtrés, comme on voit sur ce gros plan. Et c'est ce qui me fait dire qu'il est impossible de fabriquer du granit moulé. Donc en résumé, je ne suis pas vraiment convaincu par ces recettes. Alors certains disent que le granit pourrait être du granit fondu reconstitué. On prend du granit, on le chauffe, il fond, on le moule. Et en refroidissant, on obtient à nouveau du granit. Eh bien non, la Tronchambier, les bien nommés, ont fait réaliser l'expérience par une équipe du CNRS. Ce qu'ils ont obtenu, c'est un matériau vitreux qui a rien à voir avec du granit. Vidéo en lien dans la description. Donc fondre du granit avec notre belle parabole, c'est tout à fait possible. Voilà. On s'aperçoit que ça continue de casser. Il y a des morceaux qui sont attirés dans le bain de fusion. Voilà. On voit la goutte qui coule. C'est parfait. On arrête l'expérience ici. On a bien fondu du granit. Et on voit bien que ça ne ressemble plus vraiment à du granit. On va aller sur le deuxième morceau de granit. Voilà. On voit que le granit a coulé et a fait une jolie goutte de verre. Voilà, bon, l'expérience est réalisée. Laurent, ton avis sur la question en tant que témoin impartial? Mon avis, c'est que déjà il faudra aller à un temps important pour réussir à fondre un bloc important de granit. Et le résultat, surtout, est un aspect vitreux. Il n'a plus du tout l'aspect du granit originel qui était plutôt cristallisé. Et c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir avec du granit. Voilà. Alors, première remarque, quelle quantité d'énergie serait nécessaire pour fondre 300 tonnes de roche? Avec le soleil, certainement pas. Dans des hauts fourneaux, peut-être. Et puis, seconde remarque, si l'on obtient du verre et non du granit, qui pourtant est issu du refroidissement du magma, c'est parce que la cristallisation qui fait apparaître chaque composant sous la forme de grains distincts est un processus lent qui se fait sur des milliers d'années, voire des millions d'années, le tout sous les hautes pressions du manteau terrestre. Condition évidemment impossible
à reproduire. Donc, solution à oublier. D'autres proposent l'idée pour expliquer les formes molles de la carrière de l'obélisque d'Assouan, l'idée que le granit aurait été ramolli au moyen d'ondes sonores. Pourquoi pas? On peut éventuellement penser à l'utilisation d'ultrasons, comme avec l'outil qu'utilise un dentiste pour faire disparaître le tartre. Mais là, on n'est plus dans la même dimension. Le tartre est principalement composé de carbonate de calcium et s'apparente donc plutôt à du calcaire. Ici, on a affaire à du granit, dont la cohésion est de beaucoup supérieure à celle du calcaire. D'autre part, le dentiste ne travaille que sur de toutes petites épaisseurs de matière. Ici, on travaille sur des blocs énormes. Si l'hypothèse de l'utilisation d'ultrasons semble présenter une certaine pertinence, comment pourrait-on l'étayer plus ? Cette hypothèse ne nous permet pas, en l'état actuel de nos avancées techniques, d'avancer plus dans cette direction. Alors, oublions aussi cette solution, au moins tant que ceux qui la défendent ne nous donnent davantage de preuves. Amis des mystères anciens, bonjour. Alors on va visualiser maintenant d'autres vidéos de Michel Lasserre. Évidemment, ce ne sont que des extraits et je vous invite à regarder l'entièreté des vidéos en question. Je mets les liens dans la description. Dans une première vidéo sur la carrière d'Assouan, nous nous sommes intéressés à différents mystères. Nous avons montré que les boules de dolérite, que le narratif égyptologique présentait comme des outils de taille et de façonnage du granit, n'étaient en réalité que de vulgaires déchets de carrière et qu'elles ne pouvaient en aucun cas être à l'origine des diverses mystérieuses traces d'outils que l'on trouve un peu partout dans la carrière. Nous avons montré des traces profondes autour de l'obélisque, traces non reproductibles avec des outils connus, donc résultant d'outils inconnus. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude et dans un premier temps nous intéresser à d'autres traces qui posent des questions toutes aussi passionnantes, sinon plus, que les traces étudiées lors de la précédente vidéo. Le nouveau type de traces se présente ainsi, de fines fissures présentes dans la roche. Ce ne sont pas des fissures verticales qui pourraient avoir des origines naturelles consécutives à des séismes ou autres mouvements du sous-sol profond. Ce sont des fissures horizontales dont la longueur et l'étendue dans la masse granitique restent relativement limitées. Dans le calcaire, on peut trouver des fissures horizontales dues à des différences de dureté ou de nature entre deux couches, et résultant de l'érosion hydraulique ou de mouvements de terrain. Seulement, ici, on est sur une roche plutonique, issue d'un lent refroidissement de magma. Donc une roche normalement homogène et moins susceptible de fissuration, surtout de ce type. Dans cette carrière, on trouve encore d'autres marques étranges. Des marques de type craquelure, comme si le granit avait boursouflé, puis que cette boursouflure avait éclaté comme pourrait le faire une bulle. On pourrait éventuellement penser que ces craquelures sont le résultat de très forts impacts, qui auraient cassé la roche en dessous de sa surface. Seulement, on ne voit aucune trace de tels impacts. Ces fissures et craquelures inhabituelles dans ce type de carrière sont d'évidence le signe de dégradation du granit en dessous de sa surface. La structure cristalline a perdu de sa cohésion, s'est déstructurée et le granit a craqué. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette perte de cohésion? Pourquoi et comment le granit a pu se déstructurer et fragiliser ainsi sa structure cristalline au point que de telles fissures apparaissent? On est une fois de plus en face d'un vrai mystère. On trouve ces traces de fissures et de craquelures un peu partout dans divers endroits de la carrière. En observant un peu mieux, on peut constater qu'elles sont généralement liées aux traces dites de scoop marks qu'on a vues plus en détail dans la vidéo précédente, ainsi qu'aux traces profondes d'outils inconnus qu'on trouve sous l'obélisque. J'ai donc approfondi mes recherches sur les carrières d'Assouan et découvert des choses très surprenantes qui ne font que conforter mes deux vidéos sur les mystères de cet endroit. On va donc reparler du granit égyptien en connaissance de cause. Eh bien pour ma part, je ne peux pas croire qu'il s'agit là de véritable granit. Le granit est un matériau compact, particulièrement solide et rigide.
Et toutes les roches plutoniques, comme le granit, eh bien, sont soumises à des efforts divers et variés et se fissurent en tous sens. Les savants appellent ça des diaclases, des fissures sans mouvement de la roche. Ce sont ces fissures qui entraînent l'altération du granit et qui fait que malgré sa solidité, il finit en sable. Voici quelques images de granit altéré. Il se fissure sous l'effet du mouvement du sol, de l'appui de l'infiltration d'eau, et il se fissure en blocs qui forment des sortes de boules de plus en plus petites. C'est d'ailleurs un des points étonnants à la fois des obélisques d'Assouan et des grottes de Barabar, c'est qu'ils puissent trouver des monolithes de grande dimension dans un matériau très fissurable. L'obélisque inachevé d'Assouan, eh bien, il fait 42 mètres de long et pèse 1200 tonnes. Donc il faut évidemment, pour extraire une telle masse de granit, que celui-ci ne soit pas parcouru par des fractures. Invisibles a priori. Est-ce possible? D'ailleurs, quand on regarde les photos de l'obélisque inachevé d'Assouan, n'a-t-on pas l'impression qu'il est dans un environnement fracturé, fissuré, avec des fractures beaucoup plus rapprochées que la longueur de l'obélisque lui-même, de sorte qu'on se demande comment les Égyptiens ont pu penser tailler un obélisque de 30 mètres de long dans un rocher fracturé de la sorte. Ici une photo de l'obélisque dans son état naturel, disons, avant qu'il soit dégagé. On voit qu'il est dans un matériau très altéré. Et puis sur d'autres photos, eh bien, on voit des fissures partout. Est-ce que ça vient que j'ai pas les yeux en face des trous ou il y a une anomalie? Puisque pour tailler un obélisque de 30 mètres, eh bien, il faut à la base un matériau qui soit homogène, qui ne soit pas fracturé, et généralement ce n'est pas le cas du granit. Donc on le voit, on a un obélisque qui n'est pas fracturé, hein, même si là il l'est pour les besoins de la cause, mais il n'est pas censé l'être sur 42 mètres de long, mais au sein d'une roche qui elle-même est très fracturée. Alors je voudrais revenir sur ces images où on voit ce granit qui se délite. Par exemple ici à cet endroit, ou encore ici, là on le voit qui finit en plaque. Et l'impression que j'ai, en tout cas moi ce que je vois, c'est que ce granit qui se délite, eh bien c'est comme un emplâtre sur une jambe de bois, un mortier qui a été rajouté par-dessus pour sans doute masquer la fissuration du granit et laisser croire à sa qualité homogène. On voit très bien sur cette image que les fissures ne sont pas des fissures de la fracturation naturelle du granit, mais bien celles d'un décollement d'un mortier qui a été rapporté dessus. Un mortier qui ressemble à du granit et un mortier dans lequel on peut reconnaître les formes en forme de petites cuvettes qui sont censées représenter son façonnage à partir des boules de diorite. Donc ce qui apparaît clairement ici, eh bien, c'est la falsification, la fraude, la tromperie. Donc ils ont mis ce mortier par-dessus, ils lui ont donné la forme avec les petites cuvettes, mais on voit très bien que c'est un matériau qui a été rajouté par-dessus et ce n'est pas du granit brut, c'est du mortier de granit. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Et si c'est du mortier de granit, eh bien, ce mortier-là, il n'a pas été mis à cet endroit par des civilisations antiques qui avaient des capacités technologiques inconnues, mais il a été mis en place par des faussaires, par des menteurs, et ces faussaires et ces menteurs, ce sont notre civilisation. C'est nous, l'homme moderne, qui avons créé cet obélisque, c'est nous qui avons créé le mensonge de la fausse Égypte. On va parler maintenant de vases très anciens, des vases en granit, en diorite, haute matière très dure. Je laisse d'abord Michel Lasserre vous les présenter. On va directement se rendre dans la salle prédynastique au 2e étage. Prédynastique, c'est-à-dire regroupant des artefacts datant du néolithique, de moins 6000 à moins 3200 environ. Donc des objets antérieurs à la civilisation égyptienne, trouvés pour la plupart dans de très vieilles tombes, pouvant dater jusqu'à 8000 ans.
On va aujourd'hui s'intéresser à des vases de ce type, comme ceux-ci trouvés dans des tombes âgées de plus de 6000 ans. Ce sont des vases en granit, diorite et autres pierres plus rares. Toutes pierres très riches en quartz et donc d'une très grande dureté. On nous dit que ces vases ont été taillés à la main, sans l'usage de tours ni de forêt. Et pour bien s'en rendre compte, Michel Lasserre nous présente une expérience menée aux États-Unis sous les directives de Richard Durn. Le projet, dont je vous mets un lien de la page dans la description, consistait à examiner avec une très grande précision certains de ces vases. Ces examens ont été faits dans une entreprise spécialisée dans les mesures et les fabrications de produits de haute précision, Denville Metal Stamping, situé à Denville, dans l'Illinois. En premier lieu, ces vases ont été scannés avec un scanner de très haute précision, un instrument avec une précision d'1 millième de pouce, soit environ 2 centièmes de millimètre. Les appareils de mesure que l'on voit sur cette table sont du même niveau de précision que le scanner, 1 millième de pouce. Retournons au vase qui nous intéresse. Comme ça, a priori, on voit bien qu'il présente un niveau de qualité très important, des formes très harmonieuses, un polissage miroir. Sur celui-ci, on constate que la lumière de la lampe placée à l'intérieur traverse le granit comme elle traverserait une feuille de papier. La finesse du granit est surprenante. Comment pouvait-on travailler ainsi cette roche très dure au néolithique? On peut ici constater la précision du fond de ce vase. La variation maximale atteint seulement 4 millièmes de pouce. Sur celui-ci, plusieurs capteurs ont été placés et le vase mis en rotation. On peut constater que les aiguilles révèlent seulement quelques petits millièmes de pouce de variation sur le pourtour du vase. Une précision incroyable. Ici, Christopher Dunn mesure l'épaisseur de la paroi du vase. Non seulement elle est extrêmement fine, mais sa variation maximale est de seulement 3 millièmes de pouce. Ce vase tourne parfaitement, sans aucun balancement. Visiblement avec très peu de frottement puisque peu de force semble freiner sa rotation. On comprend mieux pourquoi en voyant cette photo. Ce vase repose sur un tout petit point d'appui. Point résultant de la conjonction de 3 cercles de même diamètre que seul un logiciel de conception sur ordinateur peut révéler. Ces mesures ont été effectuées sur les 6 vases de granit ainsi que sur le vase témoin en marbre. Vase en marbre tourné sur des machines modernes de bonne précision. Certains me demanderont pourquoi un vase moderne en marbre et non pas en granit. Question judicieuse. En marbre parce que nous avons de nos jours des machines qui peuvent tourner avec précision des pièces de marbre. Mais nous n'avons pas de machines qui peuvent tourner du granit. Aucune technologie actuelle ne nous permet de fabriquer de tels vases en granit. D'ailleurs, ces vases de granit n'ont pas été tournés puisqu'ils possèdent des oreilles. Nous ne savons absolument pas comment ils ont été fabriqués, d'évidence avec une technologie très avancée, mais sur laquelle nous ne savons absolument rien. Nous ne pouvons que constater leur mystérieuse existence et l'extraordinaire précision de leur fabrication sans pouvoir l'expliquer. La deuxième expérience est une expérience menée en Russie, cette fois je crois, où des youtubeurs ont cherché à reproduire à l'identique un de ces vases. En utilisant, évidemment, des méthodes manuelles, ils ont fait appel à une sculptrice qui a travaillé pendant 2 ans pour produire un vase. La deuxième vidéo montre toujours la courageuse sculpteuse qui s'attaque cette fois à la création d'un vase en diorite. La diorite, du moins celle utilisée en Égypte par les anciens bâtisseurs, est une roche très proche du granit et d'une dureté similaire. La durée du travail est ici de 2 ans, soit 4 fois plus que pour le précédent vase en marbre. Je ne vous mets pas tous les détails de ce que dit M. Lasserre, je vous invite à regarder ses vidéos. Je vais juste aller à sa conclusion, une conclusion qui est sans appel. On ne peut pas tailler de tels vases à la main. On n'a pas besoin d'appareil de mesure pour constater que ce vase n'est pas lisse. On se rend compte que le polissage au sable n'a absolument rien donné de précis, ce qui est tout à fait logique. La diorite, tout comme le granit, ne sont pas des matériaux homogènes. Alors faisons un petit peu le point de tout ça. D'abord, ces vases ne peuvent pas avoir été moulés. Pourquoi? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que de la pierre moulée, ce sont des agrégats, typiquement du gravier rigide et un liant liquide. Or, l'agrégat ne peut pas s'adapter à la forme du moule, et le liant va passer entre le moule et l'agrégat. Vous pouvez regarder par exemple sur ce vase-là, la forme de l'agrégat qui prend la forme arrondie du vase. Donc ces vases ont forcément été taillés. Ils ne peuvent pas avoir été tournés parce qu'ils ont des anses, des oreilles,
Donc la seule solution pour avoir été fabriqués mécaniquement et donc la précision qui ressort de ces expériences, c'est qu'ils ont été fabriqués mécaniquement. Eh bien, c'est qu'ils ont été taillés avec des outils du genre des fraises. Mais des fraises évidemment montées sur des machines, seul moyen d'atteindre la précision observée. Michel Lasserre affirme qu'aujourd'hui on n'a pas les possibilités techniques, les possibilités technologiques de tailler ces vases avec les machines dont on dispose. Je n'en sais rien, mais je ne serai pas aussi catégorique que lui, puisque on voit bien qu'on a des outils pour couper du granit, des scies qui coupent du granit, donc on peut créer d'autres outils, des fraises, qui coupent également le granit, et mettre des pierres sur des machines qui vont pouvoir fraiser la pièce. Donc je ne suis pas sûr que ce soit impossible. Par contre, si on parle d'un obélisque de 300 tonnes, je serais évidemment beaucoup moins catégorique, bien que quand on voit la forme et la précision du dessin dans les hiéroglyphes de ces obélisques, s'ils n'ont pas été moulés, il faut bien qu'ils aient été également taillés avec des outils, donc des fraises également, et des fraises de précision pilotées par des machines. Ça me paraît une certitude. Alors une dernière séquence avec Michel Lasserre. Cette fois, il est en visite dans les Andes péruviennes à Ollantaytambo, dans un temple inca ou quelque chose comme ça. Alors là non plus, je ne peux pas vous montrer toute la vidéo, de longs extraits de la vidéo. Ça serait trop long, je vous invite à la visualiser sur sa chaîne YouTube. D'autant que je ne veux m'intéresser qu'à un détail très précis. Alors d'abord, un petit passage pour situer un peu la chose. Comment les Incas auraient-ils pu tailler ces lignes et ces angles? Tout comme en Égypte, et contrairement à ce que nous racontent bien souvent les narratifs archéologiques, on ne taille pas des artefacts tels ceux-ci avec des burins de cuivre et des marteaux de bois ou de pierre. D'ailleurs, il n'y a aucune trace de tels outils. On est donc ici en face de l'utilisation de technologies en décalage avec les outils primitifs de la civilisation Inca. Les conquérants espagnols du XVIe siècle voyaient dans ces artefacts l'œuvre de démons. Aujourd'hui, nos connaissances techniques nous permettent de comprendre que ces blocs ne résultent pas d'une œuvre démoniaque, mais qu'ils ont visiblement été découpés avec des outils puissants et précis. Des outils capables de tailler dans la pierre dure des surfaces planes avec précision, comme peuvent le faire des machines perfectionnées. Tout comme les anciens bâtisseurs taillaient en Égypte le granit de la carrière d'Assouan. Quelques détails sur les pierres mégalithiques. Nous sommes donc maintenant face à des blocs d'andésite parfaitement taillés, avec des formes complexes. Certains avec d'étranges protubérances, des bosses. Ça devient fascinant. L'andésite est aussi dur que le granit. Comment ces blocs ont-ils pu être façonnés? Avec quelle technologie? Voyez ces angles, ces assemblages hyper précis. La manière dont ces blocs ont été façonnés est l'objet de nombreux débats. Pierre taillée, pierre moulée, pierre ramollie, pierre fondue? Attendons d'en voir plus avant d'essayer d'apporter une réponse à cette délicate question. Une petite réflexion qu'il fait sur la similitude de ce qu'il voit ici au Pérou et ce qu'il existe en Égypte. Sur la rangée de pierres supérieures, on voit de nombreuses bosses, tout comme sur le granit égyptien de la pyramide de Menkaure. C'est intéressant comment deux civilisations si éloignées ont bâti des choses si similaires. Avec la question sous-jacente, à quelle époque une civilisation a pu voyager aussi bien en Égypte qu'au Pérou, si ce n'est à l'époque moderne, notre époque donc. Et puis après, le détail qui nous intéresse, c'est les inclusions dans la roche. Sur certaines pierres, on distingue des inclusions. Ce type d'inclusion n'existe pas sur les pierres reconstituées qui, de par leur nature, présentent une texture homogène. Ici, à Ollantaytambo, on aurait donc plutôt affaire à des pierres taillées. Mais alors, comment peut-on, avec des outils primitifs, tailler de telles pierres, avec des formes arrondies et des joints aussi parfaits? On serait manifestement en face d'une technologie inconnue, tout comme dans la carrière d'Assouan. Par contre, ici, on ne trouve pas de traces de scoop marks. Donc apparemment, nous serions en face de l'utilisation d'une autre technologie, ou du moins d'une autre technique. Cette remarque est intéressante.
Comment expliquer l'inclusion avec un matériau coulé? Alors qu'on imagine facilement une pierre moulée, on a là une contradiction manifeste. Ou est-ce encore un leurre? C'est une question. Si quelqu'un a la réponse, qu'il la donne. Alors faut-il croire comme Michel Lasserre à l'hypothèse d'une civilisation plus ancienne? Le problème de cette solution, c'est qu'elle répond au problème sans y répondre. Elle repousse la question dans les ténèbres du passé, mais sans donner de réelles explications sur les moyens dont auraient disposé ces anciens bâtisseurs. Si l'on admet que des moyens technologiques sophistiqués sont nécessaires à ces réalisations, des machines en particulier, et je ne vois pas qu'il puisse en être autrement, eh bien ces machines nécessitent de hauts niveaux de développement. Il faut des filières dans de nombreux domaines, sidérurgie en particulier, des hauts fourneaux, de l'ingénierie, de l'industrie. Et ils auraient laissé un peu plus de traces que les granites d'Égypte, avec son écriture imbitable, avec ses mathématiques qui ne connaissent pas le zéro, avec des types habillés en slip, un fichu sur la tête. C'est un peu comme l'idée selon laquelle on peut ramollir la roche avec du son. Ne faudrait-il pas un peu plus de matière pour justifier cette antique civilisation, pouvoir mieux la décrire, expliquer ses moyens, ses méthodes, donner du corps à cette hypothèse parce que, selon moi, elle en manque cruellement. Ma position est celle d'une fabrication récente, mais je le reconnais aujourd'hui, je n'ai aucune explication véritable pour rendre compte de ce qu'on voit à Assouan, des cuves de Saqqara ou des vases en diorite. Mais il me semble que la civilisation capable de ces réalisations, on l'a sous nos yeux. C'est peut-être juste mon ignorance qui m'empêche de comprendre comment ont-ils pu fabriquer des objets en plusieurs dizaines de tonnes. Mais n'est-ce pas plus économe de penser qu'il y a une solution de pierre moulée que nous ignorons, plutôt que de croire que des blocs de roche de plusieurs dizaines de tonnes ont été traînés sur des centaines de kilomètres à travers le désert, comme on nous le dit, pour Saqqara, ou qu'il a existé une hypothétique civilisation dont nous ignorons tout, ou encore faire intervenir, par exemple, de soi-disant extraterrestres, ou que sais-je. L'hypothèse d'une construction récente, compte tenu des éléments dont nous disposons aujourd'hui, me paraît l'hypothèse la plus rationnelle. Elle a seulement contre elle qu'elle paraît incroyable étant donné la force de mensonge qu'il lui aurait fallu. Mais ils nous ont bien fait croire que l'homme a marché sur la Lune ou que des avions ont pu détruire les tours jumelles de New York. Alors quels sont les arguments en faveur de ma thèse? Bien, je dirais qu'ils tiennent en quelques mots. La vérité n'a pas besoin du mensonge. Or, il me semble avoir fait la preuve du mensonge. Mensonge d'Hérodote, écrit à une époque récente, correspondance entre les noms des rois découverts en Égypte et ceux du livre d'Hérodote, et enfin plus récemment, mensonge des voyageurs Norden, Pocock, Bruce, qui affabulent de A à Z leur voyage en Égypte. Ils dessinent ce qu'ils ne pouvaient pas voir, n'ont pas le temps matériel de relever tout ce qu'ils ont relevé, ou, comme Norden, font des relevés la nuit. Dans une prochaine vidéo sur les historiens voyageurs, celle sur Strabon, je vais me questionner sur la soi-disant grandeur de Thèbes pour soutenir l'idée qu'il n'y a jamais eu à Thèbes les conditions écologiques pour cette grandeur. Alors c'est vrai, je n'arrive pas à tout expliquer, mais que par rapport à d'autres hypothèses qui n'en expliquent pas davantage, je propose au moins des preuves du mensonge. S'il n'avait fait que se tromper, il n'aurait pas eu besoin de mentir. S'ils n'avaient fait que se tromper, ils n'auraient pas eu besoin de mentir. S'ils ont menti, c'est qu'ils se sont trompés. S'ils ont menti, c'est qu'ils ne se sont pas trompés, mais s'ils n'avaient fait que se tromper, ils n'auraient pas eu besoin de mentir. S'ils ont menti, c'est qu'ils ne se sont pas trompés, mais qu'ils ont fraudé et que leur fraude est globale. Voilà. Pour résumer un peu ce que nous avons vu dans cette vidéo, nous avons parlé du comportement du granit d'Assouan qui se délite en plaques, ce qui semble incroyable pour du granit.
Nous avons parlé des vases de diorite, non moulés, non tournés, mais usinés à coup sûr par des moyens mécaniques de précision. Nous avons parlé des inclusions d'Olaya Tatambo, qui semblent contredire l'hypothèse de Pierre Moulé. Nous avons évoqué rapidement les similitudes entre l'Égypte antique et les constructions Inca. Comment mettre tous ces éléments ensemble? Même si je n'ai pas toutes les réponses, je reste sur l'hypothèse de construction faite à l'époque moderne par une civilisation, la nôtre, qui dispose des moyens technologiques, qui se déplace d'un continent à l'autre et qui est par-dessus tout la maîtresse incontestée du mensonge. Mensonge qui me semble avoir été démontré dans la séquence de l'obélisque inachevé d'Assouan, où on voit un sol fracturé qui est censé produire un obélisque de 42 mètres de long, et surtout où l'on voit ce qui est manifestement du mortier de granit, imité le sol travaillé par les anciens Égyptiens. C'est là, devant nos yeux. Si vous avez d'autres idées, eh bien, n'hésitez pas à en faire part. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.